Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence Fun Fishing. Donc, je me présente, je m'appelle Sébastien Rousseau, je pêche pour la marque depuis 14 ans maintenant. Je suis team manager, c'est-à-dire que je gère les équipes de pêche, que ce soit pour le carpodrome ou la pêche de la carpe en batterie. Donc aujourd'hui, je vais être accompagné de Jérôme Giraud, qui va vous présenter la pêche au specimen feeder. La première partie de la conférence, je vais revenir sur les best-sellers de la marque, des produits qui ont fait vraiment notre nom dans la pêche en carpodrome et dans la pêche au cou. La deuxième partie de la conférence, je vais passer la main à Jérôme, qui va vous expliquer sa technique de pêche. Et en dernière partie, on vous laissera la parole si vous avez des questions ou des doléances par rapport aux produits. On vous laissera à peu près 20 minutes pour échanger avec nous. Donc gardez bien toutes vos questions, hein. On essaiera de passer la main à tout le monde. Alors 1 heure, en fait, on a l'impression que c'est beaucoup, mais ça va passer très vite. Parce que quand on vous donne la parole, il y a souvent beaucoup de questions. Donc on essaiera de répondre à tout le monde. Si toutefois ce n'est pas le cas, je vous invite à venir nous voir sur le stand Fun Fishing. On est là ce soir jusqu'à 19h. Donc moi je vais commencer, je vais peut-être te laisser te présenter, Jérôme, excuse-moi. Il n'y a pas de mal. Alors moi, Jérôme Giraud, je me suis mis à pêcher specimen feeder à peu près en 2018. Je vais vous raconter ce qu'est le specimen feeder pour moi. Vous parlez aussi des appâts Fun Fishing et on va faire ça en interaction avec Seb et vous devriez passer un bon moment. Si vous voulez faire quelques photos et tout ça avec Sébastien à la fin, on a un espace dédié à ça sur le stand. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Merci Jérôme. Bon, on va passer au départ. Alors, dans les best-sellers de la marque, bien sûr, toute la gamme d'élastiques. Donc, on va retrouver les élastiques pleins qui sont sortis au tout début de la marque, quand on a commencé à faire du carpodrome. On a également fait les élastiques creux. Et depuis quelques années, on a fait les micro-bords et les élastiques hybrides pour les gens qui s'orientent sur la pêche de compétition en carpodrome. Voilà, c'est des produits assez techniques, mais c'est vraiment très orienté pour la pêche de compétition en carpodrome. Ce sont des élastiques que vous pouvez utiliser dans la pêche au cou traditionnelle, c'est ce que je fais tout le temps, notamment les élastiques creux. Voilà, donc ma sélection chez Fun Fishing, le produit que j'utilise dans pratiquement 100% de mes pêches, au cou bien sûr, c'est l'élastique creux de 1,7 mm. Et si je vous l'ai mis en valeur aujourd'hui, c'est parce que pour moi c'est notre meilleur élastique dans la gamme. Avec cet élastique, vous pouvez prendre des petits gardons, des plaquettes, des poissons de 2 kg et s'il faut des poissons jusqu'à 7-8 kg. Alors, les Waggler Pellets, donc toute une gamme qui est sortie il y a à peu près 2 ans. Donc on a commencé avec les flotteurs, ensuite on a ajouté les pellets. Donc les flotteurs, on va jusqu'à 15 grammes. Et aujourd'hui, on vend du 6 et 9 mm, donc pour pêcher aux Waggler Pellets. On a également fait toute une gamme d'hameçons. Donc là, on doit aller du 14 au numéro 10, si je ne raconte pas de bêtises. Donc tous ces produits-là sont disponibles sur notre stand. Donc n'hésitez pas à venir nous voir après. Alors un produit qui est vraiment très très bien, donc c'est les plombs shooters. Ça, on a sorti ça il y a vraiment un petit bout de temps. Et en fait, la gamme s'est étoffée avec une version king size. C'est-à-dire qu'on a des plombs qui peuvent faire 1 gramme. Donc pour les feignants comme moi qui ne veulent pas mettre 50 plombs sur la ligne, c'est vraiment bien. On peut également s'en servir pour plomber les lignes à l'anglaise. Et puis pour ceux qui pêchent à la patte, qui ne veulent pas mettre trop de plomb sur la ligne, parce que ça fragilise quand même énormément le nylon, le fait d'avoir des plombs en 0,5 ou 0,8, ça permet d'avoir qu'un seul plomb sur la ligne. Alors quand on parle des plombs shooters, on parle de la pince à plomb. Donc ça, c'est sorti cette année. C'est vraiment un top produit chez nous, parce que vous pouvez mettre les plombs et surtout, vous pouvez les retirer, mais en 2 secondes. On a cette petite pointe en face la rainure qui permet d'enlever le plomb en un rien de temps et sans bousiller le nylon. Donc ça, c'est vraiment bien. Si vous n'êtes pas équipé,
franchement, venez nous voir, je vais en vendre à tout le monde là, parce que c'est vraiment un super produit. Donc ça, faut pas passer à côté. Hein. Alors, on est également très connu pour la gamme des flotteurs en carpodrome. Et il y a 4-5 ans, on a sorti la gamme K-Pro. Donc ça, c'est la gamme des flotteurs à antenne interchangeable. Donc l'avantage, c'est qu'avec le même flotteur, vous pouvez avoir plusieurs diamètres différents et surtout plusieurs couleurs. Quand vous avez un flotteur jaune et que vous le passez au marqueur noir, après il est foutu, il est noir à vie. Là, avec ces flotteurs-là, vous changez les antennes. Donc on a 4 modèles de flotteurs qui vont de 0,3 à 2 grammes et on doit avoir entre 5 et 6 modèles d'antennes différentes. Donc des longues, des courtes, des jaunes, des rouges, des noirs, toutes les couleurs. Donc ça c'est pareil, on a un gros stock sur le stand. Si jamais vous ne connaissez pas les flotteurs K-Pro, c'est vraiment un des best-sellers de la marque Fun Fishing. Je vous invite vraiment à venir voir ces produits. On a le K1, le K2, K3, K4. Le K4, c'est un flotteur qui permet même de pêcher à la patte, puisqu'il a une longue quille et on peut mettre des antennes de 5 cm. Donc ça, c'est vraiment une super gamme chez Fun Fishing. C'est un peu le fleuron de la gamme dans les flotteurs. Au niveau des nylons, on va retrouver l'Excelium, donc qui est un nylon référence dans la pêche au cou, qui va jusqu'au 30 centièmes. Et on a également une référence en 60 centièmes pour pêcher les esturgeons. Il y a 2 ans, on a sorti la gamme Feeder, qui va de 20 à 30 centièmes. Donc c'est pareil, là on a beaucoup de stock ce week-end, on a amené vraiment ce qu'il fallait. Donc vous pouvez venir nous voir, on peut équiper tout le monde, il n'y a aucun souci. Et puis un produit qui n'est pas dans la gamme Fun Fishing, mais qui est dans la gamme Aqualine. Donc c'est le fluorocarbone, qui est un super produit pour faire les bas de ligne. Donc on l'a pas ce week-end, mais moi je m'en sers beaucoup pour pêcher les gros poissons. Jérôme va sûrement vous en parler après. Et ça c'est vraiment un produit qui sort du lot. Donc un truc à vraiment se mettre de côté, c'est un super produit pour pêcher les gros poissons, notamment en rivière. Donc cette année on a sorti les Sticky Pellets, donc en 2 mm. Donc vous retrouvez les mêmes arômes que pour la Power Crunchy. Donc tous les classiques, F1 Speculoos, Green Pellets, Cheesy Barbel, Monster Crab, Sweet Corn et Chêne Vipin d'épices, qui sont les arômes fétiches de la gamme chez Fun Fishing. Alors, les pelets surdosés de 3 mm, ils sont sortis du commerce cette année. Pourquoi ? En fait, étant donné qu'on avait sorti un 2 mm, on s'est dit que le 3 mm, ça allait faire doublon et qu'il n'y avait pas une assez grosse différence de diamètre pour le maintenir au catalogue. Ça a été une grosse erreur stratégique parce qu'en fait, les gens sont habitués à pêcher avec depuis 8 ou 10 ans et du coup, en fait, il y a eu une forte demande de retour de ce produit-là sur le commerce. Donc à partir de 2025, vous allez retrouver les pelets surdosés en 3 mm chez tous vos détaillants. C'est un produit qu'on a longtemps fabriqué, on a tout ce qu'il faut pour le refaire, mais c'est juste qu'on s'était dit qu'entre le 2 et 3 mm, il n'y avait pas un gros écart et qu'il fallait en retirer un des deux. Mais c'était une erreur de stratégie entre guillemets. Donc ce produit, il sera de retour dans les magasins à partir de mi-décembre ou janvier l'année prochaine au plus tard. Dans tous les arômes majeurs de l'entreprise, vous allez retrouver la Power Crunchy, les pelets surdosés en 3 mm à partir de l'année prochaine, les Sticky Pellets qu'on vous a amenés ici, les Amino Boosters, les pelets d'échage et les pelets percés. À chaque fois, dans tous les arômes majeurs, on essaye de vous présenter une gamme complète pour que les pêcheurs ils aient l'Amino Booster, le pelé surdosé, enfin voilà, que vous ayez tout sur le même arôme. Donc ça sera valable pour les nouveautés qui vont arriver l'année prochaine. La nouveauté 2025, donc en Power Crunchy, l'amorce pour pêcher au feeder, aux méthodes feeder, à la canne au cou, à la pêche à l'anglaise, à ce que vous voulez. En 2025, on va avoir une vanille Scopex. Donc ça, c'est une demande des pêcheurs au cou, d'avoir quelque chose qui tirait un peu sur le Scopex, notamment pour pêcher les très grosses brèmes. Donc vanille Scopex, c'est un arôme qu'on avait déjà dans la gamme Carpodrome en Amino Booster. Et là, à partir de 2025, ça va s'étendre à tous les produits
les pelets surdosés, les pelets d'échage. Enfin, on retrouvera tout comme toutes les gammes qui sont en best-seller chez nous. Ma préférée, la Sweet Corn en Power Crunchy, c'est une amorce, je pense, qui passe partout, qui peut s'utiliser à toutes les saisons. Pour les gens qui me suivent un peu, vous savez que je l'utilise vraiment énormément et je trouve que c'est une super amorce. Quand on met de la terre dedans, on peut pêcher les gardons. C'est une amorce qui est très appréciée des brèmes. Après, les autres sont très bonnes, mais à un moment donné, il faut savoir faire un choix et pas changer de paquet toutes les semaines. Donc pour moi, c'est celle qui est la plus généraliste. On va retrouver dans les produits que vous connaissez depuis très longtemps, les Amino Boosters. Donc aujourd'hui, on vous propose 15 arômes à la vente. Vous pouvez mouiller vos pelets, mouiller votre tourteau de maïs, mouiller vos asticots, en mettre dans les graines, en boire le dimanche après la partie de pêche. Vous pouvez tout faire avec. Donc voilà, c'était juste pour passer quelques minutes et vous présenter vraiment les best-sellers de la marque. Et ces produits-là, à part les nouveautés, vous pouvez venir nous voir. On a des gros stocks sur le salon. On a vraiment amené ce qu'il fallait. Et on vous conseillera pour vraiment choisir le bon produit en fonction des pêches que vous voulez faire. Bon, je vais laisser la parole à Jérôme. Donc soyez bien attentifs. C'est quelqu'un qui maîtrise vraiment bien sa pêche. Et je vous laisse avec lui. Alors rebonjour à tous. Je vais reprendre la main avec les appâts et les gros poissons. Le spécimen feeder en toute saison. Pourquoi en toute saison? Parce que avec les obligations professionnelles, le temps de pêche est relativement court. Donc moi, quand je vais à la pêche, c'est pour prendre des poissons. En toute saison, parce que bien souvent, c'est l'hiver aussi où j'ai le plus de temps pour y aller. Et vous allez voir que même l'hiver, quand il fait vraiment froid, on arrive à prendre des poissons. On va juste changer l'approche, ce qui va nous permettre quand même de faire des très beaux poissons. Alors pourquoi j'ai choisi cette pêche du spécimen feeder? Tout simplement pour la diversité des espèces. Moi, comme je vous l'ai dit, j'aime prendre du poisson, j'aime sentir le mucus quand je reviens de la pêche. Donc je ne me limite pas ni à la pêche de la carpe, ni à celle de la brème, ni au barbeau. Je veux tous les prendre, quelle que soit la saison. J'aime aussi cette pêche-là pour la rapidité, la mobilité. C'est-à-dire que quand je ne prends pas de poisson sur un spot, des fois 3, 4, 5 fois dans la journée, je vais pouvoir bouger. Aller plus dans les courants, plus dans les repos, les remous, retourner dans un courant, pêcher derrière un arbre. Vraiment choisir un maximum de spots pour arriver à ce que je veux, vraiment prendre du poisson. Et puis il y a aussi pour tous les avantages qu'offre le domaine public, c'est-à-dire qu'avec une carte de pêche, on peut faire des kilomètres et des kilomètres de rivières en France. Toutes les régions sont belles, on peut partir du nord jusqu'au sud, partout il y a des spécificités et partout il y a des beaux poissons. Mon objectif, en fait, il est simple, c'est 0 capot. Moi, quand je pars à la pêche, c'est pour prendre du poisson. Le capot, j'aime pas ça. Et je fais tout pour rentrer avec ne serait-ce qu'un poisson. Mais moi, si j'ai fait un poisson dans ma journée, c'est bon. Le contrat est rempli et je peux rentrer serein. Pour ça, il faut aller chercher quelques astuces, ce que j'appelle moi les indispensables. C'est plusieurs applications que vous avez sur vos téléphones. On se rend bien compte que la pêche, maintenant, c'est une pêche 2.0. Les carnassiers, c'est avec les sondeurs live. Nous, on n'a pas ça. Donc moi, je me sers de 3 applications principales. C'est Google Earth pour repérer les spots. Parce que forcément, quand on voyage en France, on ne connaît pas toute la France. On ne connaît pas tous les chemins, on ne connaît pas toutes les villes. Donc Google Earth m'aide énormément à situer un endroit de pêche. On peut voir sur la photo qu'il y a une écluse, il y a un déversoir. Selon la saison, je vais commencer à centrer un spot. La deuxième, c'est River App. Pourquoi? Parce que je pêche 98% en rivière. Et la rivière, souvent, elles ont des marnages. Elles montent, elles baissent, des débits d'eau différents. Et sur cette application-là, on le voit mal sur la vidéo, mais il y a une ligne qui donne la moyenne en fait, des débits. Et par rapport à ça, ça va m'aider à trouver le spot. Selon si on est sur une crue ou une décrue, je ne vais pas choisir le même spot. Et ça va déjà me donner une indication pour réduire le champ encore pour trouver mes poissons.
Et la troisième, c'est celle que vous regardez tous, hein, c'est la météo. Alors, bonne ou mauvaise, mais comme on n'a pas de temps pour aller à la pêche, il faut y aller quand même. Alors, par rapport à ça, je vais aussi situer l'endroit où je vais pouvoir pêcher. Le dipper, moi je m'en sers beaucoup dans les endroits que je ne connais pas du tout. Les spots que je connais, où j'y vais régulièrement, je connais mon fond, je connais la rivière, tout va bien. Par contre, quand on découvre, quand on fait le tour de France avec ma femme, on arrive sur des rivières où on ne connaît pas. Je ne connais pas la profondeur, je ne connais pas le fond, je ne sais pas s'il y a beaucoup de rochers, s'il y a des arbres, des choses comme ça. Le dipper, moi, il me donne déjà des grosses indications. Très clairement, je ne m'en sers pas pour voir s'il y a des poissons ou pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir le fond. Et à partir de là, après, je vais pouvoir déterminer ma pêche. Si je vais pêcher la rive d'en face, cette rive-là, le milieu, la veine d'eau, l'autre côté de la veine d'eau, toutes ces choses-là. C'est un monstre d'informations. Et toutes ces applications-là combinées nous font une grosse partie du travail. Néanmoins, elle n'est pas finie, la partie du travail. Il va y avoir les appâts. Et les appâts, en fait, moi, je les fais varier selon la saison. Pour moi, il y a 2 grosses saisons. Il y a la saison classique, après la fraye, jusqu'au mois de septembre-octobre, où là, les poissons se nourrissent réellement. Donc je vais surfer, moi, entre les 2 gammes, c'est-à-dire la gamme carpodrome et la gamme carpe. On se rend bien compte que la pêche au specimen feeder, en fait, elle est vraiment placée entre ces 2. Donc on ne sait jamais trop où se placer, si on s'habille en noir ou en vert, on ne sait pas trop. Mais en fait, peu importe. Dans ce que j'ai pu utiliser la saison passée, j'ai beaucoup utilisé la gamme RBH, le Scopex Lever. Moi, alors je les utilise plus en pelé. Je sais que Sébastien, toi, tu l'utilises plus avec les bouillettes. Tu as fait une très belle pêche en Loire, je crois. Sur l'Allier. Sur l'Allier. Mais en Loire aussi, oui. Moi, je l'utilise plus avec les pelés. Je trouve que les poissons montent plus vite dessus, les prennent plus naturellement. Néanmoins, quand on a des poissons-chats, des choses comme ça, la bouillette peut être intéressante à certains Scopex Lever, je l'utilise vraiment toute l'année. Il n'y a pas de saison prédominante. Moule d'écrevisse, je vais plutôt la choisir juste après la fraye et à l'automne. Je trouve que c'est à ce moment-là où elles ont vraiment leur pleine efficacité. Le Robin Red, je vais passer dessus. Je pense que tous ceux qui pêchent au specimen feeder le connaissent. Je pense que vous en avez tous dans votre boîte. Et en plus, couplé avec le booster, il a vraiment un effet très rapide sur les poissons. Donc là, ce qu'on est en train de vous montrer, c'est les produits de la gamme Carpe. C'est pas dans le carpodrome. Donc c'est pas des choses qu'on aura à vendre aujourd'hui sur le stand, mais c'est des produits qui sont beaucoup utilisés dans la pêche au specimen feeder. Mais on ne trouve pas ces produits-là dans la gamme Carpodrome. La nouveauté 2024, où moi j'ai pu la tester un petit peu en amont, et ça, moi, c'est une grosse satisfaction. Cette année, elle m'a sauvé de pas mal de capots. J'en suis vraiment content. Couplé avec l'amino booster et les pelés, franchement, ça fonctionne très très bien. Forcément, je l'ai utilisé beaucoup plus sur le barbeau et elle a une réelle efficacité. Ce qui n'empêche pas de prendre des brèmes à certains moments et même des carpes. Mais vraiment, le barbeau, c'est un bon appât. Sur la dernière vidéo qu'on a tournée, là, justement, sur le specimen feeder, c'est grâce à cette amorce où, en fin de soirée, j'arrive à prendre le barbeau sous des conditions qui étaient vraiment horribles, où ça charriait du bois toute la journée. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et dans un trou derrière un amas de branches, en fait, c'est grâce à cette amorce que j'ai pu déclencher la touche du barbeau. Alors ça, c'est un montage que j'affectionne énormément. C'est le montage Two Times. Pourquoi Two Times? Parce qu'en fait, je mets sur mon cheveu 2 appâts différents. Souvent un pelé ou une bouillette et un babycorn. Ça a le pouvoir de dissolution sur 2 temps. Le babycorn fond très très vite, forme une tache qui attire les tout petits poissons. Et comme on le sait, hein, dans la nature, les petits poissons seront chassés par les plus gros par les encore plus gros, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est de faire rentrer les petits poissons tout de suite sur le feeder et les montages, que les petits poissons donnent confiance au gros, et le gros, quand il arrive, il ne se pose pas de questions. Il aspire l'appât complet. Et c'est comme ça qu'on arrive à déclencher certaines touches. Pour les babycorns, moi j'aime bien les booster. Donc je fut un temps dans la gamme Fun Fishing, il y avait des babycorns boostés. Elles n'existent plus à l'heure actuelle. Moi, c'est pas très grave. J'achète mes babycorns en kilos. Et après, j'utilise l'amino booster et le colorant.
et je l'ai fait moi-même. Si vous avez des questions là-dessus à la fin, je serai prêt à y répondre ou je pourrais vous montrer aussi sur le stand comment je procède. Alors la Power Crunchy, Sébastien en a parlé avant, c'est son amorce préférée. Moi, c'est une de mes amorces préférées l'hiver. L'hiver, franchement, c'est ma préférée. Alors moi, ce que je fais, c'est que je la couple en fait avec les petites pop-up ananas de 12 mm. Pourquoi ? Parce que l'hiver, en fait, on tombe sous des journées où il fait froid, tout ça, où les poissons ne se nourrissent plus. Donc pour arriver à ne pas faire capot, il faut trouver des solutions. La solution, moi, que j'ai pu trouver, à force d'observer des choses comme ça, c'est qu'en mettant une micro pop-up avec un montage, un micro spinner rig, que j'ai détourné du montage de la carpe, tout le monde, enfin ceux qui pêchent la carpe le connaissent, c'est un hameçon qui est hyper agressif. Et du coup, quand on essaye d'attirer les poissons un peu autour du feeder, mais ils ne mangent pas forcément. Et rien que les mouvements d'eau, en fait, le montage est tellement bien équilibré qu'il va se déplacer avec le mouvement d'eau. Et souvent, on va faire un mouvement de fuite. Et le poisson, naturellement, quelque chose qui fuit, pour lui, c'est quelque chose qui le fuit, donc qui a peur, donc qui risque d'être de la nourriture. Donc il va l'aspirer. Pas forcément pour le manger, mais des fois l'aspirer pour le recracher. Et dès qu'il le recrache, de toute façon, c'est fini. Avec le micro-spinner rig, il est piqué. Donc vous allez faire des poissons qui n'étaient pas forcément en train de se nourrir, mais qui vont être en gros leurrés. On va faire vraiment aller chercher ce côté leurre. Et ça fonctionne très très bien. Le temps qu'il s'en rende compte, il souffle, c'est fini pour lui. Il est piqué. Vu que c'est très agressif, ça s'en va pas. Et puis, certains doivent le savoir, la pêche au pain l'hiver, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Quand les eaux sont claires, c'est le moyen de faire des poissons que vous n'aurez jamais fait. Alors, il y a beaucoup d'idées préconçues sur le pain. Oui, c'est l'été, en surface, avec les carpes. Non, le pain l'hiver, c'est extraordinaire. Quand les eaux sont claires, ou les appâts classiques ne fonctionnent pas, pêchez au pain, et vous êtes sûr de faire des poissons. Très souvent les chevennes. Ça, c'est le poisson qui monte en premier, mais il n'est pas exempt du tout de faire des barbeaux, des carpes, des silures. Le pain est mangé par à peu près tous les poissons. Donc n'hésitez pas à pêcher au pain. Il y a plusieurs façons de pêcher au pain. Certains prennent du pain de mie, le passent au crochat et tout ça. Moi, ce n'est pas la pratique que je préfère. Moi, je préfère pêcher avec les baguettes blanches, achetées dans les boulangeries classiques, là, pâte à pain et compagnie. Enfin, j'ai pas d'action chez l'un ou chez l'autre. Pourquoi des baguettes blanches ? Parce qu'elles sont très molles et très souples. Donc du coup, je coupe une bande dans mon pain que je vais retourner, je la monte sur ma bague et l'autre partie qui a été découpée, je la finis de déchirer, je la replie sur elle-même. Pourquoi ? Pour que la croûte en fait soit à l'intérieur. Et comme elle est très élastique, ça va faire un effet ressort. Et du coup, quand le feeder est dans l'eau, le pain va gonfler. Et vu que ça fait un effet ressort, ça pousse tout le temps. Donc vous gardez votre pain beaucoup plus longtemps dans le feeder. Ce qui fait que vous attirez les petits poissons autour, les petits poissons, les écrevisses. Ils commencent à gratter dans le feeder, ça détache des particules qui descendent dans les veines d'eau, font remonter les plus gros poissons. Et en général, en rivière, de toute façon, le poisson, il mange toujours en montant, c'est-à-dire la tête dans le courant. Donc la première chose qu'il va trouver avant le feeder, parce qu'il ne va pas s'approcher du feeder tout de suite, surtout un gros poisson qui va être plus méfiant, et la première chose qu'il va prendre, c'est le petit bout de pain qui est en aval. Et c'est comme ça que vous déclenchez des touches, très souvent l'hiver. Moi, l'hiver, c'est vraiment ces deux montages-là que je privilégie. La plupart du temps, j'ai même pas d'autres appâts, parce que je fais beaucoup une pêche à rôder. L'hiver, les poissons, ils bougent peu. Donc si eux viennent pas à vous, c'est à vous d'aller à eux. D'où mon introduction, où je change de spot peut-être des fois 4, 5, 6, 7 fois dans la journée. Tant que j'ai pas trouvé un poisson, je bouge. Le montage au pain, donc du coup, on revoit le fluoro. Alors moi, je l'utilise en 30 centièmes. Pourquoi en 30 centièmes ? Parce que comme on est vraiment sur une approche type leurre, peu importe qu'on pêche fin ou gros. L'idée, c'est qu'une fois qu'on a accroché le poisson, il faut le sortir. Donc 30 centièmes, pour moi, c'est le bon diamètre pour faire ce que je fais. En hameçon, j'utilise pareil dans la gamme carpe, les hameçons gamma en numéro 8. C'est la meilleure taille, ils sont super piquants, super résistants, ils me donnent que des satisfactions, donc moi je ne changerai pour rien au monde. Les baies de bande, pareil, ceux qui sont sortis de la gamme carpe, parce qu'ils sont relativement solides, ils ne cassent pas,
Ils tiennent longtemps, ils s'usent pas trop avec la lumière et tout ça. On peut les garder longtemps dans la boîte de pêche, il n'y a aucun problème. Et puis vous voyez, sur la photo au milieu, c'est les baguettes blanches. Alors là, ce jour-là, c'est le jour de la vidéo, il pleuvait énormément, donc elle était très très molle, mais ça fonctionne très très bien. L'idée, c'est justement de prendre du pain le plus mou possible, surtout pas du pain dur, parce qu'il n'y a plus les mêmes effets d'élasticité. Donc c'est beaucoup moins efficace. Voilà, j'en ai fini. J'espère que j'ai été relativement clair. Si vous avez des questions à Sébastien ou moi-même, on est à votre entière disposition. Concernant la pêche au Specimen Feeder, jeudi dernier, on a mis en ligne une vidéo qui a été tournée avec Jérôme sur la Creuse, où en fait tu fais 3 spots de pêche, c'est ça? En fait, on a fait 4 spots de pêche parce que les conditions étaient tellement merdiques, faut le dire. Où on a commencé la pêche, on était à 24 mètres cubes secondes. On a fini la pêche le soir. Quand on a plié, on était arrivé à 91 mètres cubes secondes. Donc il a fallu vraiment bouger pour trouver les poissons. Quand on a commencé le tournage, en fait, on était sur un spot où j'ai relativement confiance. C'est un spot où, allez, à 90%, je sais qu'on fait du poisson. Et quand j'ai vu qu'à la fin de la matinée, on n'avait pas fait du tout de poisson, je me suis dit là, ça va être vraiment compliqué. J'ai été sur l'application, je voyais que le débit montait. Les arbres commençaient à être charriés sur la rivière. Là, j'y sentais vraiment mal. On n'avait qu'une seule journée de tournage, donc la pression commençait à monter un peu. Vous le sentez bien dans les vidéos. Ça se voit bien à quelques moments. Et puis, sur le coup des 11h30, j'ai dit, il faut qu'on bouge. Et là, on s'est mis vraiment en mode de chasse aux poissons, à traquer. On est descendu sur un autre spot. Il pleuvait des cordes. On était sous le parapluie. On était en train de tourner sur les applications. Et là, la canne s'est pliée en deux. J'ai pris la canne, d'ailleurs le portable vole, enfin on le voit bien, hein, c'est amusant. Je prends contact, et au départ je ne savais pas si c'était un silure ou une carpe. Après quand j'ai vu qu'elle est prise vers le bas, j'ai dit ouais ok c'est bon, c'est une carpe. On met à l'épuisette, on ne l'a pas sorti tout de suite parce que du coup j'avais oublié le matelas et le peson. Donc Louis est monté chercher son matelas, son peson, moi j'ai gardé le poisson dans l'épuisette. Et quand on a sorti l'épuisette, on fait ah ouais. Poisson un peu plus de 16 kilos, je fais ok, le contrat est rempli. Et par la suite, sur les autres spots, en fait, parce qu'on a encore bougé, hein, le niveau de l'eau continue à monter, on est monté à faire un autre spot qui est pourtant très, très intéressant. Moi, j'avais fait des très beaux poissons dessus. Et là, en 10 minutes de pêche, j'ai laissé 5 montages dans l'eau. Ah oui, le temps que je lance une canne, l'autre canne était prise par un bout de bois qui descendait ou des herbes. Enfin, c'était l'apocalypse, hein, c'était horrible. Donc du coup, on a décidé d'aller faire un autre spot. Et que je connais bien aussi. En arrivant tout de suite à la bouillette flottante, je fais un gros gardon. Donc cool, c'était bien, hein, 2 poissons, vu les conditions, j'étais très très content. Et en observant justement, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros arbre qui arrêtait tout ce qui descendait, les gros arbres, les branches, tout ça. J'ai dit, je tente derrière. C'était un coup qui était à 2 mètres du bord. J'ai dit, tant pis, je mets les 2 cannes là. Et en fait, en 30 minutes, on fait un autre gros gardon, une brème, et on finit par un barbeau. Comme quoi c'est vraiment payant de bouger et d'être le plus mobile possible. C'est souvent la clé du succès. Merci Jérôme. D'ailleurs c'est le barbeau qu'on voit en bas à droite. Donc cette vidéo, vous allez la retrouver sur notre chaîne YouTube, donc sur la chaîne Fun Fishing Carpodrome. Donc je sais que vous n'êtes pas trop habitués à venir sur ce support parce que c'est pas une chaîne qu'on alimente toutes les semaines. Mais en tout cas, je vous invite grandement à venir regarder cette vidéo parce que pour les gens qui ne connaissent pas le Specimen Feeder, vraiment, vous allez voir tous les tenants, les aboutissants sur cette technique. Et à mon avis, comme moi, vous allez avoir envie d'essayer. Donc je pense qu'on a fait le tour par rapport au Specimen Feeder. Donc maintenant, ce que je vous propose, si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps. On a 20 minutes pour vous. Donc, allez-y, hein, on est là pour ça. Une question dans le fond. Et surtout, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Merci. Oui, c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a un intérêt à mettre un plomb entre son sillon et le début du flotteur, l'antenne? Les Anglais, ils appellent ça un backshot. Il y a un intérêt quand il y a beaucoup de vent et que tu pêches avec une très longue bannière pour avoir une bannière qui évite de faire la forme de C.
Parce que si vraiment tu as un vent sur le côté, tu vas ferrer dans le vide à peu près à tous les voyages. Donc le fait de mettre un plomb entre la pointe de tension et ton flotteur, ça va te permettre d'avoir une bannière qui va être un peu plus tendue. Donc quand tu vas ferrer, tu vas être en contact beaucoup plus vite avec ta ligne. Si tu laisses prendre le fil avec le courant ou avec le vent, tu vas ferrer dans le vide 3 fois sur 4. Et il y a un grammage idéal ou c'est... J'ai pas entendu. Il y a un grammage idéal pour le plomb ou... Après, si tu as un flotteur de 0,30 et que tu mets un plomb d'1 gramme, je pense que tu auras des touches à chaque fois. Mais par contre, tu peux, si tu mets un plomb, tu peux déjà partir sur un plomb de 0,30. Et après, c'est à toi de jauger en fonction du vent, de la taille de ton flotteur. Et après, tu rajoutes ou t'enlèves, mais il faut éviter quand même de trop charger ta ligne. Merci. De rien. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Bon ah si, monsieur. Oui, bonjour à vous deux. Merci pour vos vidéos. Voilà. Je suis adepte du spécimen feeder, mais pas en rivière. Donc une question à vous deux, parce que ça pourrait faire un mélange. Le montage que tu as, Jérôme, que tu as regardé, si on te dit maintenant on va pêcher dans un étang de 2,50 m de profond, cache feeder de la même manière, ce serait quoi le montage différent de celui-là? Quel serait votre montage feeder en étang? En cherchant le spécimen feeder, quoi. Après, moi, je pêche les très gros poissons avec le montage à plat. Mais au vu de ce que Jérôme nous présente, c'est un montage beaucoup plus simple. Je pense que si vraiment tu veux chercher les gros poissons, il vaut mieux opter pour le montage que Jérôme pratique. Hein. Il n'y a pas de torsade, il y a beaucoup moins de choses sur la ligne et c'est plus rapide, quoi. Alors moi, ça m'arrive de pêcher en plan d'eau, en lac ou en lac. La seule différence que je fais, moi, c'est qu'au niveau de la longueur des bas de ligne, je réduis énormément. Il faut savoir que, par exemple, on a parlé de la pêche au pain. Je la pratique aussi en plan d'eau. Elle est très efficace. Là où elle est le plus efficace, c'est souvent sous les ouvertures au mois de mars-avril, les ouvertures de plans d'eau publics, ceux les communaux, les choses comme ça. La seule différence, c'est que je réduis le bas de ligne à 15 cm. Parce qu'on n'a pas cet effet de courant. Là, le poisson, en rivière, le poisson, il remonte toujours le courant, il mange en remontant. En plan d'eau, il peut arriver de droite, de gauche, de partout. Et donc, du coup, là, je réduis vraiment pour que l'èche soit à une quinzaine, vingtaine de centimètres autour. Et elle est très efficace et elle est quasiment prise tout de suite. Je le fais principalement au pain. Avec les petites pop-up flottantes, ça marche exactement pareil. Il faut juste réduire le bas de ligne. Et après, sur les montages, le montage to time fonctionne aussi. Voilà. Juste réduire le bas de ligne et puis normalement, ça fonctionne. Bien faire varier le poids, parce qu'on n'est pas obligé de monter sur des gros grammages en plan d'eau. Pour pas justement que le feeder descende dans les couches de vase. Donc alléger le feeder, on peut pêcher avec un 20 grammes, ça pose aucun problème. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Moi, je reste sur le montage en ligne parce que je suis hyper feignant. Et quand j'ai une ligne qui est montée, en fait, elle est montée pour toute l'année. Donc je me pose pas trop de questions finalement. Ça fait la rivière, l'étang, le canal. Enfin voilà, moi je pars du principe que j'ai pas beaucoup de temps de préparation. Donc le montage à plat, ça correspond à 100% de mes besoins. Mais si je pêchais comme Jérôme au spécimen feeder, je pense que c'est un montage qui correspond très bien pour le plan d'eau. Après, ce qui compte quand même, faut pas oublier, c'est ce qu'on met à l'hameçon et puis la stratégie d'amorçage que tu vas avoir, quoi. Et surtout le positionnement. Parce que même que vous pêchiez une rivière ou un plan d'eau, si vous n'étudiez pas où est-ce que vous vous mettez, c'est-à-dire qu'en hiver, on va peut-être se rapprocher des digues, au printemps, on va aller plutôt là où il y a moins d'eau. À un moment donné, il faut aussi réfléchir où est-ce qu'on pose son montage. Parce qu'on peut avoir la meilleure amorce du monde, si on ne pêche pas où sont les poissons, ça risque d'être compliqué, la journée risque d'être compliquée. Ouais. On a pu le voir hier au concours, vous aviez les meilleurs pêcheurs du monde et il y en a qui n'ont absolument rien pris. Alors voilà, on a l'illustration à 100% là-dessus. Vous avez beau être le meilleur pêcheur du monde, quand vous n'avez pas les poissons en face, c'est mort, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Attention. Attention.
Au sujet des hameçons spécimens, c'est avec ou sans ardillon? Le 8, l'hameçon 8. Le 8, attends. Tac, on revient. Je crois que c'est avec. Enfin, en fait, moi, j'ai ma boîte de pêche, je l'ai là. Hein. Je peux vous montrer, dedans, j'ai les deux. Pourquoi? Parce que si je suis sur une pêche d'été, sur du barbeau, principalement, je vais mettre des hameçons sans ardillon. Pour pouvoir les libérer très vite, les laisser un peu reposer dans l'épuisette. Jamais de bourriche pour les barbeaux, moi. Enfin, jamais de bourriche tout court, même. Et je les laisse se reposer un peu, et quand je vois qu'ils reprennent un peu, hop, je les relâche. Mais vraiment, après l'hiver, quand il y a vraiment peu de touches, j'ai pas trop envie de rater ma touche. Donc là, je suis un peu plus sur de l'ardillon. Mais l'été, quand il fait chaud et que les poissons, faut les relâcher vite, que les eaux sont chaudes et tout, là, par contre, je me retourne vite fait. Fun Fishing fait les deux dans la gamme, ouais. Oui, sur le Gamma, on a un micro-ardillon et un ardillon. Oui, ils peuvent être écrasés aussi, mais moi j'ai les deux. Ouais. Moi, je pêche pas sans ardillon. En rivière, je pars du principe que les poissons sont beaucoup plus costauds et je veux pas risquer de les perdre. Après, bon, bah, c'est peut-être une erreur, mais je préfère mettre l'ardillon. Encore une fois, moi je m'en sers vraiment l'été quand il fait chaud, quand les eaux, après la fraye, là, après le mois de mai, quand on commence à avoir des grosses températures, et puis chez nous en Creuse, ouais, dès qu'on passe le mois de mai, des fois les eaux montent très vite en température. Les poissons, plus tôt ils sont décrochés, plus tôt ils sont relâchés, mieux c'est. Merci. Tu parlais justement tout à l'heure de stratégie d'amorçage. Qu'est-ce qui va faire en fonction de la saison, de la température de l'eau, de la turbidité, du type de fond? Tu vas utiliser une amorce plus claire, plus foncée? Je sais que par exemple la green pellets marche bien quand il y a beaucoup d'algues, des choses comme ça, parce que ça reste une Oui, parce qu'elle est naturelle. de couleur verte. Ouais. Mais après, ça peut fonctionner sur des plans d'eau de pêche traditionnelle. Et puis, de toute façon, il n'y a jamais rien qui est fait d'avance à la pêche. Toi, tu as une idée préconçue de comment tu vas amorcer, tu as tes plans dans la tête et tout, mais à la fin, c'est le poisson qui décide. Après, l'amorce verte, elle serait quand même à utiliser en priorité sur les rivières où il y a des algues, enfin, où le poisson mange de l'herbe, quoi. Mais après, par exemple, les pêcheurs au cou vont dire l'hiver, on met que de l'amorce foncée, très pauvre. Jérôme, quand il est rentré chez nous et qui nous a dit moi je pêche avec le Power Crunchy Sweet Corn quand l'eau elle est hyper froide avec des bouillettes jaunes ananas, franchement j'ai halluciné quoi. Et quand il m'a envoyé les pêches l'année dernière au mois de décembre, je voyais les photos, j'étais vert quoi. Je dis c'est pas possible quoi. Donc il n'y a jamais rien de vraiment acté dans la pêche quoi. En fait, la différence entre Sébastien qui va pêcher au cou et qui va poser de l'amorce et moi, c'est que moi, il y a très peu d'amorce de poser. Moi, je suis vraiment, surtout l'hiver, je suis vraiment sur une approche de traque et de leurre. Donc, je vais vraiment jouer justement sur cette différence de coloris pour attirer le poisson et le prendre à l'instant T. C'est pas du tout les mêmes pêches qu'une pêche au cou fixe ou une pêche au feeder fixe, où là, on va plutôt privilégier effectivement des amorces plus foncées. Moi, je suis vraiment sur le déclenchement de la touche. Je sais que je vais peut-être pas avoir 50 touches dans la journée, il m'en faut une. Et je déclenche, je me sers justement de ça pour déclencher. Attention, ça marche pas à chaque fois. C'est pour ça que dans la boîte, en général, j'ai deux bacs d'amorçage où j'ai la Power Crunchy, du pain, et souvent j'ai mon amorce classique, celle que je fais à base de pelé. Et celle-ci peut sortir dans la journée si je vois que ça merdouille, quoi. Moi, je prépare mon amorce classique, je dirais, celle que je me sers l'été. C'est 3/4 de pelé de 2 mm. Et après, je mets 1/4 de pelé de 4 et 6 mm. Pourquoi je fais ce mélange-là? Justement pour ne pas gaver les poissons et pour les garder le plus longtemps sur le coup. Cette amorce-là, je la prépare en amont et après, je l'affine avec les différentes Power Crunchy. Ça peut être de la green pellet, ça peut être de la F1 spéculoos. Après, je dose au fur et à mesure. Je suis en permanence en train de réfléchir et essayer de voir ce qui va pouvoir se faire justement pour m'adapter vraiment à la pêche. C'est vraiment une pêche d'adaptation.
Moi, je suis jamais posé la journée au même endroit. C'est très rare. Moi, c'est plutôt l'inverse, parce que quand j'ai tout posé le matin, c'est compliqué de repartir une demi-heure après. Mais bon. Après, chacun son type de pêche. C'est vraiment deux pêches différentes, en fait. Et la pêche au spécimen feeder, pour ceux qui la connaissent, j'en vois certains à la salle qui m'ont accompagné, ils ont vu qu'il fallait bouger. Tout le temps. Après, comme je vous l'ai dit, j'ai tellement peu de temps pour pêcher. J'ai une journée toutes les semaines, des fois une journée tous les 15 jours, des fois une journée par mois. Quand j'y vais, il faut que je prenne des poissons, il faut que je me rassasie de ça. Sinon, ça me manque. Puis après, j'ai encore envie d'y aller. Puis après, ma femme, elle me dit, ouais, peut-être aller un peu moins à la pêche. Donc voilà, il faut que je prenne du poisson. Elle n'a pas trop l'air de dire ça. Non, j'ai de la chance parce qu'elle me suit, elle s'est mise à la pêche. Moi, je me suis mis au cheval, elle s'est mise à la pêche, elle me suit tout le temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en, on est à votre dispo. Priorité aux femmes. Merci. Moi, j'aurais une question pour tous les deux. Quel est le poisson qui vous a le plus marqué? Je pensais que c'était notre coiffeur. Non. Un poisson qui est sorti du lot et que vous vous rappellerez toujours. C'est la colle. J'ai pris cette année un carassin bossu énorme, un poisson de malade qui a une malformation mais qui était magnifique. Après, moi je suis pas à la recherche du beau poisson, moi j'aime faire des belles bourriches. J'aime pas dire je vais aller faire un gros poisson, pêcher une grosse carpe. Moi ce que je recherche dans la pêche, c'est de remplir ma bourriche au maximum, quoi. Alors moi, ça va être différent. Moi, en fait, le plus beau poisson, c'est quand on a passé la journée avec rien du tout, qu'on a gratté toute la journée et qu'au dernier moment, à la dernière demi-heure, paf, le sion il plie, on prend un poisson, quelle que soit la taille. Quand je parle de spécimen feeder, c'est le plus beau poisson de l'espèce, mais c'est pas le record à chaque fois. J'ai fini cette course au record, je l'ai eu faite quand je pêchais la carpe. Ça, j'ai abandonné. Maintenant, c'est de faire le poisson le jour où c'est le plus compliqué possible, où personne fait un poisson. Bah là, je rentre, je suis heureux. Que ça soit un gardon de 20 cm comme une carpe de 15 kg, peu importe. Je suis heureux. Bon, j'ai quand même fait une carpe de 15 kg cette année en pêchant au feeder de manière classique. Et ça, c'était vraiment énorme, quoi. Donc quand tu la mets dans les bras, surtout que moi je pêche avec des épuisettes, c'est des filets à papillons, parce que j'aime pas les grosses épuisettes. Et bon, c'était vraiment énorme de faire un poisson comme ça. Donc là, effectivement, quand tu finis la journée, tu te dis putain, c'était vraiment le poisson, quoi. Ça c'était chouette. Mais sinon, je cours pas après les poissons spécimens, entre guillemets. C'est comme ta carpe. Comment? C'est comme ta carpe amour avec la froglaise. Oui, bah ça c'était il y a très longtemps. C'est beau aussi ça. Ouais. Ma question c'était est-ce que tu oublies la cage pour venir au clip plomb? Parce que je fais que Sébastien le fait souvent. Pour oublier ta cage, est-ce que tu fais aussi un peu le clip? Il m'arrive 2 fois de passer aux méthodes. Au plomb, ça m'arrive très très rarement. C'est très très rare. Très très rare parce que j'ai pas de coup d'amorcer. Donc du coup, il faut quand même un minimum d'attraction. Et si j'ai pas ni de méthode ni de cage, pêcher à la patte au plomb, moi j'ai testé. Perso, j'y arrive pas. Alors c'est pas que j'y arrive pas parce que ça marche pas. C'est parce que déjà dans ma tête, je jette la canne et très clairement je me dis ça va pas marcher. Il faut savoir qu'à la pêche, pour que ça fonctionne, il faut croire à ce qu'on fait. Si on ne croit pas à ce qu'on fait, très clairement ça sert à rien. Donc moi le clip plomb, non. Feeder ou au pire méthode. Ouais, moi j'y pêche beaucoup. Ouais. C'est souvent, je me dis, allez j'arrête la cage un peu. Je passe avec un clip plomb, une grosse bille de 15. Enfin, pour moi, c'est gros, hein, 15 mm quand on pêche au feeder. Et souvent, je cogne des carpes ou des poissons un peu plus gros parce que le fait qu'il n'y ait plus de cage qui se platche à la surface, il y a d'autres poissons qui vont se mettre en confiance sur le coup, qui sont déjà sur le tapis d'amorce, mais quand ça fait que de tomber, des fois, les gros poissons, ils s'écartent un peu du coup. Et si je prends en référence une des dernières vidéos que j'ai fait au feeder en rivière, où j'ai fait quand même quelques carpes, je les ai pris à des moments où j'arrêtais d'envoyer des cages. Tant que j'envoyais des cages, je prenais des brèmes et des carassins. Au moment où je me suis dit, allez, je bascule de canne, donc là je mets un clip plomb avec une bille, donc ça commence à être plus calme, on arrête d'amorcer, mais là j'attends clairement la touche du gros poisson, parce que je me dis, il doit y avoir une carpe qui traîne dans le truc, quoi. Puis quand j'ai fait 10 brèmes, je veux prendre autre chose.
Je suis un peu chiant avec ça, mais en fait, je me suffis jamais de ce que j'ai dans la bourriche. J'ai toujours une obsession d'aller chercher l'autre espèce, ou plus gros, ou machin. Bon, après, c'est une philosophie de pêche. Mais en tout cas, le clip plomb, c'est 2-3 fois dans la journée, une présentation différente, et souvent, c'est là qu'on fait la carpe, quoi. Vous allez voir, en fait, c'est mon dernier reportage sur InfoPêche, qui est sorti sur le dernier numéro. J'ai alterné une pêche à la cage classique, où j'ai quand même fait des carassins, des tanches sur la Loire. Et plusieurs fois dans la journée, j'ai posé la canne pour passer au clip plomb avec une grosse bouillette, un bas de ligne de 50 cm. Et là, je me suis fait déglinguer par les carpes, et j'ai pris des carpes, alors qu'à la cage, je ne les prenais pas. Donc il faut avoir une deuxième canne. Mais bon, moi, c'est un truc que je fais vraiment très souvent, quoi. Quand je pêche au feeder, si j'étais pas aussi feignant, je mettrais une deuxième canne à côté qui pêcherait en parallèle. Mais alors, il y a 2 problèmes pour moi. C'est que quand je mets 2 cannes à l'eau, forcément, je les emmêle direct. Mais ça amène plus de possibilités de pêche et de faire plus de poissons, mais j'arrive pas à pêcher à 2 cannes, c'est pas possible, quoi. Je m'embrouille à tous les voyages. Forcément, tu lances dans l'autre. Quand tu pêches concentré sur la première, c'est la deuxième qui part, elle s'emmêle dans la première. Enfin, c'est mort, j'y arriverai jamais. Quand je vois les mecs qui ont les 2 cannes sur les supports bien toutes propres, parallèles, et je sais pas comment ils font, pour moi, c'est impossible. Même d'épuiser ton poisson alors que tu as l'autre canne qui pêche devant toi, quoi. Mais bon, après c'est bien, tu as deux montages qui pêchent dans l'eau, mais j'ai déjà essayé plein de fois, j'y arriverai jamais, je pense. Ou j'ai pas la bonne technique. Mais en tout cas, le clip plomb, je pense qu'il faut l'avoir de temps en temps, il faut enlever la cage et passer avec un clip plomb. Voilà. D'autres questions? On a encore un petit peu de temps. Je pense qu'on a encore 10 minutes. Merci. J'avais 2 questions. La première, nylon ou tresse? Alors vous allez peut-être me répondre que c'est en fonction de la distance. Et la deuxième, si tresse, est-ce que vous avez des conseils d'installation? Parce que malgré toutes les précautions que je prends, au premier jeté, je vais souvent me retrouver avec des perruques, malgré un diamètre de tresse qui pour moi serait adapté aux cages qui sont utilisées. Alors, je suis pas trop un spécialiste de la tresse. Je l'utilise qu'une fois dans l'année, c'est quand je pêche l'hiver au feeder et qu'il n'y a rien à prendre. Quand on pêche par exemple sur les lacs où il y a des pêches de petits gardons et de petites plaquettes pour détecter les touches, comme le barrage des Fades ou des plans d'eau comme ça, où il y a beaucoup de petits poissons en activité l'hiver. Mais hormis pour cette application-là, je pêche tout le temps en nylon dans 95% des cas. Donc pour 2 raisons. La première, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas trop le temps de préparer mon matos. Donc quand mon moulinet est rempli de nylon, je le laisse rempli pour toute la saison. J'ai une canne en tresse et c'est la seule et unique que je prends l'hiver. Et je trouve que le nylon, c'est déjà d'une beaucoup plus élastique. Et quand tu tombes sur un gros poisson, je pense que tu auras quand même plus de chances de le prendre que quand tu pêches en tresse. Je trouve que c'est beaucoup trop rigide. Et moi qui recherche tout le temps les gros poissons dans toutes mes pêches, pour moi la tresse c'est beaucoup trop limité dans ma façon de voir la pêche. Et puis les raccords entre tresse, tête de ligne, tout ça, je trouve que c'est chiant. Donc la facilité pour moi, c'est de pêcher en nylon dans 95% des cas. Même si c'est vraiment très bien, tu as une détection des touches ultimum, mais je ne suis pas assez fin technicien dans la pêche au feeder pour donner des conseils sur la pêche en tresse. J'ai pas assez d'utilisation là-dessus. Je suis vraiment resté sur les choses les plus simples possibles avec la pêche en nylon qui, pour moi, offre beaucoup plus de liberté dans ce que tu peux faire et dans les poissons que tu peux prendre. Alors pour ma part, je vais rejoindre Sébastien. Moi, je suis très très adepte du nylon. La tresse, je m'en sers très très rarement. Je vais m'en servir si je dois pêcher où il y a un banc de nénuphars, où il y a des herbiers, pour pouvoir quand même arriver à sortir les poissons et que la tresse coupe les nénuphars ou les herbiers. Après, pour répondre à ta deuxième question, est-ce que tu mouilles ta bobine avant ton premier lancer? Donc ce qu'il faut faire, c'est faire des lancers progressifs. Mouiller ta bobine, faire un premier lancer à 15 mètres, 20 mètres, et aller jusqu'à la distance où tu veux, et après commencer réellement ta pêche. Mais y aller progressivement.
le temps que la tresse se mette en place, se humidifie correctement et normalement tu ne devrais pas avoir trop de soucis. Mais bon, tu peux oublier la tresse, venir sur le stand Fun Fishing et je vais te vendre de l'Excelium Feeder, on a jusqu'en 30 centièmes. Et là, tu vas pouvoir prendre des gros poissons, tout ce que tu veux avec, il n'y a pas de souci. On a le stock, tu peux passer juste après. D'autres questions? N'hésitez pas, on a encore 8 minutes pour répondre à vos questions, allez-y. Hein. Oui, Jérôme, je voudrais savoir, tu utilises du badding de combien maximum en longueur pour les rivières? Alors, le problème de la longueur des badlings au Specimen Feeder. En fait, c'est un vaste débat. Je sais qu'il y a des aficionados, des badlings de 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20. Moi, personnellement, j'ai testé, je n'y arrive pas. Moi, mes badlings, en général, ils font entre 60 et 70 cm. Je dis pas que je rate pas des fois des pêches, parce que j'ose pas rallonger. Mais je me dis qu'en pêchant en rivière, et les rivières que je pêche, moi, il y a énormément de cailloux. Et c'est pas forcément que des galets. C'est du granit, c'est coupant, c'est des choses comme ça. Donc je me dis qu'en mettant un badling d'1 mètre 20, j'ai 1 mètre 20 de badling qui serpente entre les cailloux. Et que quand je vais avoir la touche, eh ben, j'ai beaucoup plus de chances que mon badling soit derrière un caillou, une pierre qui va le couper, que si je mets 65 cm. Donc je préfère assurer mes touches, peut-être en avoir moins, mais les assurer, plutôt que de rallonger le badling pour malheureusement avoir une casse à la fin. Maintenant, je ne dis pas que sur certaines rivières qui sont relativement propres ou qui sont vraiment en galets où c'est très peu coupant, je pense que certaines fois, ça peut aider à faire des touches. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Allez, encore 2-3 questions, et puis je pense qu'on va être obligé de rendre la main. Allez-y, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Vous nous avez sous la main. Je suis pratiquement sûr que vous nous posez des questions sur les réseaux auxquels on n'a jamais répondu. Ah, Seb, tu réponds très souvent quand même. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensiez de l'idée d'associer le clip plomb avec le feeder? Ah non, c'est mort. Ça marche pas trop, ça. Ah merde. Ouais. Non, c'est... Pour moi, quand tu pêches à la cage, faut pas être en montage fixe. Enfin, vaut mieux être en coulissant, je pense. En Specimen Feeder, moi, je pêche tout le temps coulissant. Pourquoi? Parce que déjà, on est sur des cours d'eau, souvent dans les courants, et que la tension se fait naturellement. Les cannes sont pointées vers le ciel, la tension est déjà là. Et naturellement, comme je disais tout à l'heure, le poisson, il remonte, il prend l'appât. Quand il va sentir l'hameçon, et ben, il va se tourner, il va prendre 9 fois sur 10, il va prendre en descendant. Et rien que l'inertie du nylon, le tout, le plomb, le sion, le ferrage, il est fait. Après, évidemment, il faut utiliser des hameçons qui piquent. Hein. Si l'hameçon, il a fait 10 allers-retours dans les cailloux et qu'il est tout émoussé, c'est vrai que ça peut poser des problèmes. Mais si on change les hameçons régulièrement, qui piquent vraiment, franchement... le poisson de rivière, en fait, c'est pas un poisson d'étang super éduqué. Il va pas apprendre, bouger, machin. C'est rare. Il n'y a pas une éducation des poissons en rivière comme on l'a sur les plans d'eau qui peuvent être pêchés, voire surpêchés. Donc là, l'instinct de fuite, il est direct. Là, c'est qu'est-ce qui m'arrive, je suis piqué, qu'est-ce qui m'arrive, je me barre. Et là, le ferrage, il se fait naturellement, même avec un montage coulissant. D'autres questions? 5 minutes. Oui, et pour la pêche en rivière... Un peu plus près le micro. Quelle canne? Alors pour la pêche en rivière au spécimen, moi j'ai 2 jeux de cannes. Il y en a un que je sors pas trop, c'est des cannes que j'ai fait faire par un artisan. Donc celles-là je les sors vraiment quand je suis sur de la pelouse, dans le support et tout ça. Celles-là j'essaie d'en prendre. Quand c'est le grand luxe. Voilà, c'est le grand luxe là. C'est si je suis invité par Sébastien Lapêche, je vais les sortir parce que bon voilà, sur les vidéos ça fait bien et tout ça. Non, je plaisante. En fait, moi j'ai un jeu de cannes. J'ai eu des 2 livres 1 quart à un moment donné qui étaient très bien, mais qui me procuraient pas autant de plaisir. Et sur certains poissons, des fois, j'avais des combats qui étaient moins sympathiques. Enfin, la courbure de la canne me plaisait pas. Là, je suis passé sur des cannes en 2 livres qui font à peu près tout. Et ça pose aucun problème de sortir des très gros poissons.
Là, vous pouvez passer voir Sacha, qui pêche aussi au spécimen, qui est sur le stand Fun Fishing. Moi, je l'ai vu sortir une carpe de 21 kg avec une canne de 1,75 livre. Je vous dis pas que ça n'a pas bataillé, mais ça a marché. Il a aussi sorti un silure de pas loin d'1,80 m avec cette même canne. Donc après, c'est pareil. Si on pêche au milieu des branches ou vraiment dans les gros blocs et tout ça, et que ça commence... Je crois que même si on a des grosses cannes, ça va être compliqué. L'avantage de la canne en 2 livres, c'est qu'on a de la sensation, on voit les touches rapidement. Pour moi, c'est le bon compromis. Entre 1,75 livre et 2,25 livres pour pêcher au spécimen, c'est vraiment les bonnes tailles. Maintenant, je ne dis pas que sur certaines pêches, sur des gros poissons ou quand il y a des grosses crues, je ne vais pas utiliser mes cannes à carpe en 3,5 livres. Mais parce qu'on va être avec des feeders qui vont approcher les 250 grammes. Avec la matière dedans, ça commence à faire lourd, donc il va falloir les propulser. Donc il faut des cannes qui tiennent la route. Et aussi parce que quand on pêche dans des gros courants comme ça, rarement on fait des petits poissons. C'est souvent des grosses carpes ou des silures. C'est sur les crues, donc les silures sont actifs et on peut pêcher spécimen sur des conditions comme ça. Sauf que là, on monte d'une taille et là, il faut du matériel qui suive. Donc c'est des plus gros moulinets, on va être sur du nylon en 35-40 centièmes, des gros bas de ligne. Et là, on s'adresse à vraiment du très gros spécimen. Et les touches sont très violentes. Quand on pêche sur les grosses crues, c'est souvent des silures. Et quand ça démarre, là, ça fait voler la canne du support. Enfin, c'est un peu sportif, quoi. Mais moi, ça m'arrive rarement. Une fois dans l'année ou deux, mais c'est rare. Je pense que... dernière question. Après, on va être obligé de laisser la main. Je pense que c'était 45. Donc pour ceux qui veulent des infos sur le Specimen Feeder, Jérôme est administrateur du groupe Specimen Feeder, c'est ça? Voilà. Donc il publie ses pêches et les pêches des autres pêcheurs. On vient donc de sortir une vidéo sur le Specimen Feeder qui est en ligne sur la chaîne YouTube Fun Fishing Carpodrome. Elle est en ligne depuis jeudi dernier. Il y a des super beaux poissons, c'est une vidéo avec beaucoup d'action, donc je vous invite vraiment à aller la regarder ce soir quand vous allez rentrer tranquille chez vous. Vous allez nous retrouver sur la page Facebook Fun Fishing Carpodrome, vous avez également la page Carp. Et quant à moi, à titre perso, donc il y a la chaîne YouTube Seb TV Fishing où j'utilise beaucoup les produits de la marque Fun Fishing, bien sûr. Et vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook Seb TV Fishing, où là, il y a également beaucoup de produits Fun Fishing. Excusez-moi, je vous laisse la main. Quand on pêche au feeder, on est en nylon en 18-20 centièmes et on fait une arrachée ou une tête de ligne en shock leader un peu plus costaud. Quand on cherche le spécimen, on va forcer un peu le nylon sur le moulinet. Est-ce qu'on est obligé de faire une arrachée aussi ou est-ce que le nylon est suffisant pour absorber les lancers? Alors, je vais laisser Jérôme répondre dans un premier temps. Alors moi, très clairement, en spécimen feeder, je mets pas de brin d'arraché. Moi, je suis resté longtemps avec du 30 centièmes, je suis passé au 32 centièmes, parce que je me suis rendu compte qu'à force des lancers, on arrivait à casser au lancer. Mais en fait, moi, je me dis que moins il y a de nœuds sur la ligne, moins il y a d'endroits de rupture. Et moi, je fais montage direct, c'est-à-dire corps de ligne, les mérillons qui rattachent le feeder et après le bas de ligne. Et c'est comme ça que j'ai le moins de casse possible. Si je dois, je n'hésiterai pas à monter encore en taille de lion. Mais souvent, on pêche jamais très loin. Parce que sur un gros fleuve, quand il faut pêcher à 60 mètres dans le courant, très clairement, à moins de mettre des parpaings en tant que feeder, je vois pas comment on peut les faire tenir. Donc du coup, non, en général, le 30 centièmes me va bien. Alors moi, je pêche pas avec des nylons fins, parce que je suis quand même un gros bourrin. Et je pêche toujours minimum 27 centièmes, même pour les pêches classiques, parce que je me dis que je peux toujours tomber sur une carpe. J'ai tellement peur de perdre le gros poisson de la journée que les petits diamètres, je les laisse aux autres en fait. Je préfère prendre moins de poissons, mais avoir la chance de prendre le gros poisson qui va passer sur mon cou ou pas. Mais en fait, je pars du principe qu'il vaut mieux être assez costaud quand on pêche. Voilà.
Une dernière chose aussi, moi je vous invite à aller voir la vidéo que Sébastien avait tournée il y a quelques temps sur les pelés diaboliques. Parce que moi ça m'a donné énormément d'idées et beaucoup de mes pelés, je les roule. Je les roule un peu à ta manière. La différence c'est que moi je les roule dans le liquide de foie et j'enrobe de méthode. Pourquoi? Pour vraiment sur le fond faire une tâche et complémenter sur le montage two times. Et ça, essayez vraiment, vous allez voir, ça, c'est vraiment très apporteur de touches et ça séduit beaucoup de poissons. Et la vidéo de Sébastien est très bien faite. Moi, je m'étais calé dessus, même si je le faisais avant, mais différemment. Et elle m'a servi justement à réadapter les choses pour que ça soit encore plus efficace. Juste avant de terminer, on va vous libérer. Est-ce que vous pouvez lever la main, savoir qui est-ce qui pêche au coup? Qui est-ce qui pêche au feeder? Ouais, 50-50 à peu près. Qui est-ce qui pêche les deux? Qui est-ce qui a toujours une femme à la maison quand il rentre après la pêche? Bon, merci d'avoir suivi cette conférence. On vous invite à nous rejoindre sur le stand Fun Fishing.